La prison de Parkhurst a très mauvaise réputation. C'est un endroit violent qui accueille des meurtriers, des serial killers et des terroristes. C'était horrible. Il y régnait une atmosphère pesante de désespoir absolu. Dès mon arrivée à Parkhurst, j'ai essayé de trouver un moyen de m'évader. Plus j'étudiais la question, plus ça me paraissait compliqué. Il fallait déjouer la surveillance des gardiens et des caméras, franchir une clôture de 6 mètres avec des barbelés, puis un mur d'enceinte de 7 mètres surmonté d'un dispositif anti-grappin. Et comme on était sur une île, il fallait ensuite trouver le moyen de rejoindre les côtes anglaises. Le seul défaut dans la cuirasse de Parkhurst, c'était que la prison était en travaux. De ma fenêtre, je voyais la ronde des camions et des pelleteuses qui entraient et sortaient de l'enceinte de l'établissement. Si j'arrivais à me glisser dans un de ces véhicules, je serais libre. J'avais rencontré Keith dans une autre prison. Il avait été condamné à perpétuité pour le meurtre de la femme d'un directeur de supermarché au début des années 1990. On a commencé à discuter. Keith a évoqué la possibilité de s'évader de Parkhurst. J'avais entièrement confiance en Keith. Sinon, je n'aurais jamais abordé ce sujet avec lui. Keith avait observé les surveillants, et en particulier les serrures. Il avait remarqué que récemment, elles avaient toutes été remplacées par de nouvelles serrures, avec un code couleur. Certaines avaient un point vert, d'autres un point rouge. Il y avait peu de serrures vertes dans la prison, et énormément de rouges. J'avais du mal à croire que la sécurité de Parkhurst soit si rudimentaire. Je voulais le vérifier par moi-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé un jour ou deux à me balader. La majorité des serrures avaient un point rouge. Avec la bonne clé, on pouvait ouvrir 95% des portes. Avec la bonne clé, on pouvait pénétrer là où les camions se garaient. Et si j'arrivais à me cacher dans l'un d'eux, je serais libre. On a commencé à planifier sérieusement notre évasion. D'après Keith, une clé, ce n'était qu'un morceau de métal d'une forme particulière. Il suffisait donc de travailler un morceau de métal. Il m'a convaincu que j'étais tout à fait capable de fabriquer une fausse clé. La prison proposait toutes sortes de cours. J'ai demandé à suivre celui de ferronnerie. Nous étions constamment surveillés. Il fallait que je sois prudent. Mais j'avais accès à tout ce qu'il me fallait pour faire une fausse clé. Dans la salle de musique, il y avait une porte avec une serrure rouge. Ma première mission consistait à construire une image mentale de cette serrure.
Je l'ai fixé des heures et des heures. Il fallait que je l'aie bien en tête pour pouvoir la crocheter. Et plus je la fixais, plus je me rendais compte qu'elle était compliquée. Mais grâce aux surveillants qui s'endormaient parfois la clé hors de la poche, j'ai pu l'observer de près et recueillir les informations qu'il me manquait. Grâce aux outils de l'atelier, il m'a été facile de découper grossièrement la clé. Mais les finitions allaient me prendre des heures, et je ne pouvais pas le faire à l'atelier, au vu et au su de tous. Je devais le faire dans ma cellule. J'étais très stressé à chaque fois que je sortais la clé. En prison, rien ne justifie d'être en possession d'une clé. C'était les ennuis assurés. C'était un travail de fourmi. D'autant que j'essayais de faire le moins de bruit possible pour ne pas me faire repérer. Au bout de longues semaines, je disposais enfin d'une clé censée ouvrir la plupart des serrures de la prison. Le souci, c'était que le moindre défaut suffirait à la rendre inutilisable. La salle de musique était l'endroit idéal pour la tester. Ça vous dit un thé? Bonne idée. Pendant les cours, les gens allaient et venaient. Mais pendant la pause, les surveillants et les prisonniers quittaient la salle. J'ai inséré la clé. Elle entrait parfaitement. Mais soudain, elle a réagi bizarrement. Quelque chose clochait. La clé s'était tordue. J'ai essayé de la retirer. Elle était coincée. Je savais que si un surveillant voyait la clé, on était fichu. Les surveillants entraient et sortaient de la pièce, alors qu'une fausse clé se trouvait coincée dans la serrure. Et moi, j'étais assis juste à côté. J'ai eu l'impression d'attendre une éternité avant que la pièce se vide. J'ai enfin réussi à retirer la clé. J'ai compris qu'il m'en fallait une beaucoup plus solide. Je devais tout reprendre depuis le début, en utilisant cette fois un métal bien plus solide, de l'acier. Mais découper de l'acier avec une minuscule scie, ce n'était pas une mince affaire. Je me suis méchamment entaillé les doigts. J'avançais très lentement, ça m'a pris une semaine. Ensuite, je suis retourné dans la salle de musique. J'ai attendu que la voie soit libre. J'ai inséré la clé et je l'ai tournée. J'étais aux anges. La prison entière nous était ouverte. On pouvait aller où on voulait.
Mais j'ai appris une très mauvaise nouvelle. La rumeur courait que les surveillants avaient déjoué le plan de 2 prisonniers qui projetaient de voler une pelleteuse ou un camion pour s'évader. Exactement comme nous l'avions prévu. La sécurité avait été renforcée. Je me suis dit, c'est fichu, on ne s'évadera jamais. Avec Keith, on a discuté d'un nouveau plan. Il fallait réfléchir à un autre moyen de nous évader grâce à notre fausse clé. La clé ouvrait la plupart des portes intérieures, mais je ne me souvenais pas exactement desquelles. Alors, dans ma tête, j'ai dessiné une carte de la prison. La fausse clé ouvrait la porte de la salle de musique, du gymnase et de l'atelier. Ces 3 portes donnaient sur la cour. Mais il restait ensuite à franchir la clôture et le mur d'enceinte de la prison. Au final, il nous faudrait passer une clôture de 6 mètres de haut surmontée de barbelés à lame et escalader un mur de 7 mètres avec un boudin de ciment anti-grappin. La seule façon d'y arriver, c'était de fabriquer une échelle. Mais comment fabriquer une échelle de 7 mètres? Ça paraissait impossible. J'y réfléchis pendant des heures. En fait, la solution à tous nos problèmes se trouvait dans l'atelier de métallurgie. On pouvait y fabriquer l'échelle pendant les cours et y dissimuler les différents éléments. Puis, grâce à notre clé, on pénétrerait une nuit dans l'atelier, on assemblerait l'échelle, on s'emparerait d'une pince coupante, on cisaillerait la clôture et on escaladerait le mur. Seul hic, je venais de me faire exclure de l'atelier. Il fallait qu'on trouve un complice pour nous fabriquer l'échelle. Il n'y avait qu'un seul détenu digne de confiance et aussi motivé que nous pour s'évader. Andy Roger. Andy avait pris perpétuité pour le meurtre d'un vigile. Il en avait encore pour 20 ans. Il était bien décidé à s'évader. Andy étant le contremaître de l'atelier, il avait accès à toutes les machines, ce qui en faisait pour nous le complice idéal. Les surveillants étaient persuadés qu'Andy effectuait des menues réparations pour la prison. Personne ne lui a jamais posé de questions. L'échelle était composée de 6 tuyaux de 4 mètres de long, qui assemblés formeraient une structure de 8 mètres. Il a fallu 3 semaines pour la fabriquer. Les différents morceaux étaient cachés aux 4 coins de l'atelier. L'idée, c'était de les assembler le jour même. On était tous d'accord pour sortir par le gymnase, car c'est là qu'il y avait le moins de surveillants. Mais ça soulevait un problème. On savait que notre clé ouvrait les 2 portes du gymnase. Mais à l'extérieur, il y avait une grille que je n'avais pas encore pu tester. Or, on avait besoin de franchir cette grille pour accéder à l'atelier, prendre l'échelle et escalader la clôture et l'enceinte. Malgré cette incertitude, on était d'accord pour passer par le gymnase. C'était la meilleure solution. C'est alors que la nouvelle est tombée. L'atelier allait être déménagé.
Ça signifiait que notre clé ne nous y donnerait plus accès, car dans la nouvelle pièce, les serrures étaient différentes. Il faudrait tout reprendre à zéro. Au plus vite, tant qu'on avait accès à l'atelier et à notre matériel. Ce soir, on s'est décidé. Ce soir-là, le gymnase était plein. Beaucoup de détenus étaient présents. Nous étions très stressés. D'après notre plan, je devais passer devant, déverrouiller toutes les portes, puis revenir au gymnase. Et donner le feu vert à Andy et Keith. Ils courraient alors à l'atelier et je les suivrais en refermant tout derrière nous. On avait une demi-heure avant l'appel. Nous étions prêts. Après avoir vérifié que la voie était libre, j'ai inséré la clé. Et la porte s'est ouverte du premier coup. La clé a aussi ouvert la deuxième porte. Jusque-là, tout allait bien. J'ai couru à la grille. Notre évasion reposait sur le fait que j'arrive à l'ouvrir, elle aussi. Si on n'avait pas accès à la cour, on n'avait pas accès à l'atelier. On aurait fait tout ça pour rien. La clé ne tournait pas. Je l'ai remuée dans tous les sens. Elle a fini par marcher. Je suis revenu au gymnase. Keith et Andy se tenaient prêts. On avait 25 minutes pour assembler l'échelle, découper la clôture et escalader le mur. On savait qu'à un moment ou à un autre, les caméras allaient forcément nous repérer. On ne le saurait qu'en voyant des surveillants se précipiter dans la cour. À 5-6 mètres de l'atelier, une porte s'est ouverte. Un garde est sorti avec un chien. Le chien a couru droit sur moi et s'est arrêté à quelques mètres. Il a regardé dans ma direction, scrutant l'ombre dans laquelle j'étais tapi. Je me suis dit, on est cuit. C'est fini. Mais le garde a rappelé son chien. J'arrivais pas à le croire. Il n'y avait plus une minute à perdre. Ils allaient faire l'appel dans le gymnase d'ici 20 minutes. On est entré dans l'atelier. Andy s'est mis à assembler l'échelle. Moi, j'ai attrapé une pince coupante pour la clôture et un câble électrique pour redescendre de l'autre côté du mur. En moins de 10 minutes, l'échelle était prête. Notre adrénaline est montée d'un coup. On a couru à toutes jambes.
Il fallait ouvrir une brèche dans la clôture et placer l'échelle contre le mur. Je m'attendais à tout moment à ce que des dizaines de surveillants nous tombent dessus. On se trouvait désormais au pied du tout dernier obstacle, le mur. J'étais mort de trouille. Nous ignorions le poids que l'échelle allait supporter. Une fois en haut du mur, j'ai rapidement noué le câble électrique à l'échelle. Pendant qu'Andy grimpait, je me suis laissé descendre de l'autre côté. Quand j'ai posé le pied à terre, je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi. Mais on n'avait pas le temps de se réjouir. On devait déguerpir au plus vite. L'étape suivante, c'était bien sûr de quitter l'île. Keith m'avait expliqué qu'il avait une licence de pilote et que l'île de White comptait 3 aérodromes à 5 minutes de la prison en voiture. Notre but était donc de voler une voiture pour nous rendre à l'aérodrome de Sandon. Là-bas, Keith trafiquerait un avion pour le démarrer et à nous la liberté. Il était environ 18h55 et on savait qu'à 19h, il y aurait un appel. On avait donc au mieux 5 minutes avant que notre disparition soit signalée. Keith, qui avait une grande présence d'esprit, a dit « Prenons un taxi ». Je trouvais l'idée grotesque, mais Keith a rétorqué « Après tout, nous ne sommes que des kidams qui nous baladons. » D'autant qu'en prison, on avait réussi à se procurer de l'argent. C'était le bon sens même. On allait prendre un taxi et dans 5 minutes, on serait loin. On a trouvé un taxi quasiment tout de suite. C'est sur la route que j'ai compris que l'alerte venait probablement d'être donnée. J'ai reçu la nouvelle de l'évasion peu après 8 heures du soir. Allô? Je savais que quiconque s'évadait de Parkhurst devait être considéré comme très dangereux. Là, ils étaient 3, ce qui les rendait 3 fois plus dangereux. J'ai immédiatement mobilisé 250 agents de police pour ratisser l'île, pour contrôler les ferries, bref, pour empêcher quiconque de quitter l'île à notre insu. L'île de White s'est transformée en Alcatraz miniature. Ils s'étaient échappés de la prison, mais ils étaient prisonniers de l'île. Le taxi nous a déposés à proximité de l'aérodrome de Sandon. Je ne m'attendais pas du tout à ça. L'aérodrome avait l'air d'un champ. Il était complètement plongé dans le noir. Seule la cahute du gardien était illuminée. Il ne fallait pas que le gardien nous repère. Ça aurait forcément éveillé ses soupçons.
Keith est entré dans le cockpit et a effectué quelques vérifications. Pourquoi c'est si long? La batterie était morte. Il nous a dit, désolé, il faut en prendre un autre. Si on n'arrivait pas à faire décoller celui-là, on allait se retrouver coincé sur l'île. Le tableau de bord s'est immédiatement allumé. Mon cœur a bondi. Je me suis dit, génial, on est parti. Mais ce n'était qu'un dispositif permettant d'effectuer les vérifications d'usage. Pour décoller, il fallait mettre le contact, comme dans une voiture. C'est bon? C'est là que ça s'est corsé. Impossible d'accéder au fil. J'ai commencé à paniquer. J'ai compris qu'on n'était pas prêt de quitter cette île. On a décidé de laisser tomber l'idée de l'avion. Tant pis, on va prendre un bateau. Allons-y. J'étais absolument dégoûté de devoir renoncer à cet avion. Surtout que je savais que désormais, la police était à nos trousses. En cas d'évasion, un message codé est diffusé. Dès qu'on l'entend, on doit se rendre au commissariat le plus proche. On nous a rapidement briefé. J'ai tout de suite pensé, il faut retrouver ces types. Ils sont en prison pour meurtre. Ils n'ont rien à perdre. Keith Rose, 45 ans, avait juré de se venger. Andrew Roger a été condamné à perpétuité pour l'assassinat. Le troisième fugitif a été surnommé le psychopathe. On a marché pendant 4 ou 5 heures. Ça faisait 12 heures qu'on n'avait rien mangé ni bu. On était à bout de force. On a trouvé une remise abandonnée. Il faisait un froid glacial cette nuit-là. On n'avait rien pour nous couvrir, à part une bâche en plastique. Le vent passait à travers les planches disjointes. On a trembloté toute la nuit. Les policiers concentrent leurs recherches sur le sud de l'île, plus sauvage. Ils vont ratisser des kilomètres de littoral et des dizaines de propriétés isolées. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On avait affaire à des individus rusés, retors et dangereux. J'avais peur qu'ils décident de prendre les habitants d'une maison en otage et de s'y terrer. Nous prenions soin de fouiller chaque propriété de fond en comble, afin de nous assurer que personne n'y était retenu en otage. J'avais emporté avec moi un rasoir de la prison. Keith s'est rasé la barbe. Ça le changeait tellement qu'il était méconnaissable. C'était une chance inespérée. Il allait pouvoir se rendre au village pour faire des courses. Je me suis dit que si Keith se faisait arrêter, il ne faudrait pas longtemps à la police pour nous localiser. Avant qu'il parte, nous avons convenu que s'il n'était pas rentré d'ici 1h30, nous en conclurions qu'il s'était fait attraper. Et nous partirions alors chacun de notre côté.
Il y avait un bon nombre de maisons et d'habitations isolées dans la campagne environnante. Une alarme s'était déclenchée dans l'une d'elles. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, et s'ils étaient là? C'était horrible de tourner en rond dans cette remise. J'avais l'impression que la police allait débouler à chaque instant. C'était ma pire crainte. C'est pas trop tôt. C'était une fausse alerte. On était horriblement déçus. Il fallait qu'on les retrouve. On ne pouvait pas baisser les bras. Andy et Keith voulaient à tout prix changer de cachette. Pas moi. De mon point de vue, plus on attendait, plus on avait de chances de trouver une embarcation. Keith a proposé d'appeler un ami à lui pour qu'il vienne nous chercher sur l'île avec sa camionnette. On quitterait l'île cachée dans son coffre. L'idée ne me plaisait pas du tout, d'autant que je n'avais jamais vu ce type. J'ai dit à Keith, surtout n'appelle personne. Ce soir-là, comme la veille, Keith est sorti faire des courses. À son retour, il nous a annoncé qu'il avait appelé son pote. J'étais sûr que t'allais faire une connerie. J'étais furieux. Personne ne devait savoir où on se trouvait, ou dans quel état. On est fichus si on reste ici. J'ai décidé qu'il fallait partir sur le champ, voler un bateau au port de Plaisance et quitter l'île. Immédiatement. Nous sommes partis à pied séparément. Andy et Keith marchaient devant. Comme ça, si l'un de nous se faisait repérer, les autres avaient une chance de s'enfuir. J'avais été chargé de patrouiller. Alors qu'on remontait une rue, j'ai vu deux hommes marcher tête baissée. Revenez! J'ai pris mes jambes à mon cou. Désormais, c'était chacun pour soi. Ne bougez pas. Baissez la tête. J'ai crié « Message urgent ». Nous avons arrêté Rose et Roger, mais Williams s'est enfui. Je savais qu'une équipe cynophile allait arriver. J'avais aussi commandé un hélicoptère qui disposait d'une caméra thermique. J'ai couru le plus vite possible, le plus longtemps possible. C'était mon idée fixe. Continue à avancer, ils ne t'ont pas encore attrapé. Cours. J'ai repéré plusieurs bateaux de la bonne taille. J'ai couru vers celui qui avait un canot attaché à l'arrière. Les lampes torches se rapprochaient. Dans quelques minutes, la police serait là. Les policiers traversaient le bois. J'ai essayé de détacher la corde. Les nœuds étaient très serrés. La nuit était glaciale. La corde était gelée, mes doigts aussi.
C'était impossible de desserrer les nœuds. On est arrivé rapidement sur les lieux. Le chien a immédiatement flairé une piste. On est descendu vers le port de plaisance. On supposait que le fugitif essaierait d'y trouver une embarcation pour traverser. Au-dessus des arbres, j'ai vu une lumière aveuglante se diriger vers moi, avec le son caractéristique d'un hélicoptère. Je savais que l'hélico était équipé d'une caméra thermique, ce qui permet de repérer quelqu'un n'importe où grâce à la chaleur émise par son corps. Le seul moyen pour moi d'échapper à la caméra thermique, c'était de me glisser dans l'eau. L'eau était glacée. Le choc a été brutal. J'espérais que l'hélicoptère allait balayer rapidement la zone et, ne trouvant rien, s'en irait un peu plus loin. Alors je sortirais de l'eau et m'en retournerais sur mes pas. Je priais pour que l'hélicoptère reparte au plus vite. Je sentais mon corps se mettre à l'arrêt. La douleur est vite devenue insupportable. J'étais en train de perdre tous mes sens. Mon ouïe s'affaiblissait. Ma vue s'affaiblissait. Je ne sentais plus ni mes bras ni mes jambes. Et j'avais arrêté de trembler, ce qui, je le savais, était très mauvais signe. Je n'allais pas tarder à sombrer dans le coma. Dès le départ de l'hélicoptère, je me suis hissé sur la jetée. Mon corps s'était tellement refroidi qu'il me semblait qu'une caméra thermique n'arriverait plus à le repérer. J'avais encore l'espoir de m'en sortir. J'étais devenu quasiment sourd. Je n'entendais plus qu'un sifflement aigu. Et je ne voyais plus qu'à quelques centimètres devant moi. Soudain, mon collègue a vu bouger quelque chose. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Vous là, arrêtez-vous! Comme on s'approchait, il s'est jeté à l'eau. Remontez! Qu'est-ce que vous faites? On lui criait de sortir de l'eau, mais il n'en avait pas l'intention. Remontez! Je me suis mis à l'eau. Je l'ai coincé contre la jetée. Alors il s'est retourné et il m'a regardé. Je n'oublierai jamais ce regard. C'était celui d'un animal traqué qui avait abandonné tout espoir. C'était fini. J'avais été capturé.